Je pense qu'on a un peu l'image du dirigeant qui doit être parfait, qui doit prendre les meilleures décisions, et ça peut mettre de la pression, je pense aussi, quand on a ce poste-là, de se dire que on doit tout faire bien. Même un dirigeant est un humain aussi, donc il peut faire des erreurs. Et la réciproque est vraie. Je pense que les dirigeants aussi, qu'est-ce que ça veut dire si effectivement je demande de l'aide? Qu'est-ce que ça veut dire si je montre une certaine vulnérabilité? Si je montre qu'effectivement à un moment, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis remis en cause? Est-ce que ça fragilise en fait ma position? Mais je pense qu'il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on veut réellement pour pouvoir justement jauger après, une fois qu'on sera satisfait ou non. Et c'est important de faire ce travail. Thierry a un parcours impressionnant. Il a été CEO de Nokia France et il a accompagné des très grands groupes comme Siemens, Motorola, Bosch, Alcatel-Lucent. Il a traversé des environnements très complexes, des fusions-acquisitions, des restructurations, des transformations profondes d'entreprises. Et chaque fois, il a su transformer des défis en véritables opportunités. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se contente pas de parler stratégie dans l'absolu. Thierry sait la mettre en action. Il sait fédérer des équipes, clarifier les priorités et surtout obtenir des résultats concrets. Comment on fait pour garder le cap quand tout change autour de nous? Comment prend-on des décisions quand il y a à la fois la pression du court terme et les enjeux du long terme? Dans cet épisode, on va plonger dans l'expérience de Thierry, dans ses réussites, mais aussi dans sa façon très humaine et très pragmatique d'aborder le changement. Je suis sûre que ça va vous inspirer autant que moi. Je vous ai invité aujourd'hui parce que justement je voulais qu'on discute un petit peu de qu'est-ce qui se passe derrière les comités exécutifs, les dirigeants. Vous côtoyez aujourd'hui beaucoup de dirigeants, je pense, dans votre parcours professionnel. Quand on a des postes à aussi haut niveau, comment on fait pour gérer la pression, pour gérer un petit peu sa vie professionnelle, sa vie personnelle? Que je pense que vous avez rencontré beaucoup de dirigeants. Et ma première question, c'est quand on est au sommet, qui est-ce qui encore ose vous dire la vérité? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Enchanté de participer au podcast. Quand on est dirigeant et dirigeant d'une société assez importante, on est souvent isolé. Très difficile, voir un cercle autour de soi. On peut être complètement transparent, je dirais, et pouvoir partager, pouvoir effectivement échanger et entendre effectivement toutes les remarques qu'on puisse nous faire. En général, la posture du dirigeant, c'est effectivement une posture où il faut qu'il montre beaucoup de direction, beaucoup d'autorité, et cette posture en fait est une posture qui l'isole, qui l'isole en externe, qui l'isole en interne, qui l'isole vers son conseil d'administration parfois, parce qu'il n'est pas toujours capable de tout partager. Donc, une des capacités, effectivement, d'un bon dirigeant, c'est de savoir s'entourer de quelques proches, qui sont des vrais proches de confiance, et qui peuvent, effectivement, à la fois échanger, à la fois critiquer et à la fois être capable d'entendre aussi du dirigeant des choses qu'il ne va dire qu'à eux seuls. Qu'à eux seuls. Et quand vous dites des proches, ça peut être de la famille ou quel c'est type... rarement la famille. Ouais, j'allais dire quel type de proche parce effectivement, ça aussi c'est quelque chose qu'on n'imagine pas de l'extérieur, mais un dirigeant n'a pas forcément envie de partager avec sa famille. Pour de multiples raisons, parce que d'abord, c'est bien d'avoir des sas dans lesquels il va pas forcément parler du travail. Alors c'est différent pour un CEO d'une société cotée ou d'une société qui effectivement est indépendante, et un family office ou une société qui est dirigée et possédée par la famille, parce qu'effectivement dans ce cas-là, c'est souvent effectivement quelque chose qui est partagé. Et les difficultés, les challenges, les enjeux, même la vision est quelque chose qui est parfois et même très souvent partagé avec tous les membres de la famille. C'est ce qui fait dans certains cas que les enfants ne veulent absolument pas reprendre les rênes parce qu'ils ont vécu ça trop longtemps et trop souvent et 100% du temps, quoi. Ouais. Et donc vous, quand vous avez repris justement Nokia en France, que vous avez apporté ça, comment vous avez réussi à vous entourer et à assumer ce poids des responsabilités, puisque je suppose que vous avez refait beaucoup de recrutements, on en avait discuté préalablement, c'est compliqué d'avoir toute cette charge au quotidien. Quand on prend la responsabilité de CEO dans des filiales de grands groupes, on a un grand nombre de problématiques qui s'ajoutent. Une d'elles, c'est de s'aligner avec la stratégie de l'organisation.
C'est de diriger une structure dans cette stratégie. Souvent, les grands groupes font des transformations, des évolutions, prennent des décisions qui sont favorables à certains pays, à certaines entités, à certains business, mais qui ne le sont pas forcément pour tous. Donc parfois, on a besoin de mettre en place des décisions qui ont été des décisions globales, mondiales, et qui s'appliquent dans un pays, qui ont des conséquences importantes dans le pays. Moi, quand j'ai dirigé effectivement Nokia en France, on avait une équipe de direction très soudée. On avait une équipe de direction qui était constituée des représentations de beaucoup des business, avec les spécificités locales qui permettent dans chacun des pays, en l'occurrence en France, mais qui permettent dans chacun des pays de diriger selon aussi les règles du pays lui-même. Donc la législation pour tout ce qui est ressources humaines et ces parties-là, ce qui fait que on a souvent un comité exécutif assez resserré, mais qui permet de vraiment diriger les organisations locales et de mettre en place les différentes évolutions que les sociétés groupes décident. Ça permet aussi de créer des opportunités localement et d'avoir un certain nombre d'initiatives qui permettent au groupe dans son ensemble de voir comment une évolution peut se faire, comment un développement stratégique peut être initialisé et qui permet ensuite de le répliquer dans d'autres endroits. Donc c'est pas parce qu'on est dirigeant d'une filiale dans une organisation qu'on n'a pas aussi les notions de développement, de vision spécifique pour l'organisation et même d'évolution qui permettent sur certaines initiatives de créer beaucoup de valeur et d'avoir une vision et un alignement à l'intérieur de l'entreprise qui motive beaucoup les organisations locales. Et que justement, quand on arrive à ce genre de poste, comment on fait pour véhiculer sa vision ? Parce que je pense que vous avez votre propre vision, mais c'est comme vous dites, c'est celle qui est déjà dans la filiale. Mais comment on arrive à partager cette vision aux équipes, d'autant plus quand on arrive comme ça dans un nouveau milieu, quoi. Oui, alors ça fait partie, moi je trouve maintenant, après quelques années, presque quelques dizaines d'années en tant que dirigeant, il y a des valeurs qui sont effectivement ses propres valeurs. Et quand on est dirigeant, aligner ses propres valeurs avec la vision et le développement que l'on fait est essentiel. Ça permet de partager en fait avec les différentes équipes ses convictions profondes. Ça permet d'avoir effectivement ce langage qui est un langage beaucoup plus direct. Alors c'est pas toujours facile et c'est pas toujours possible. Mais dans la plupart des cas, pour moi, je trouve que cette sincérité d'approche où effectivement on est proche de ses convictions fait que on a une sincérité transparente qui permet de vraiment faire passer les messages et faire évoluer. Et dans ce cas-là, même les messages les plus compliqués, des restructurations fortes, des transformations, sont des messages qui peuvent être véhiculés à partir du moment où ils sont alignés et à partir du moment où effectivement il y a une cohérence entre tous les messages que l'on va effectivement faire passer, aussi bien vers les clients que vers les fournisseurs, que vers le conseil d'administration du groupe ou effectivement avec les employés de la filiale considérée. Ouais. Et concrètement, pour vous, quand vous êtes arrivé, comment ça s'est passé ? Vous reprenez. Alors moi, quand je suis arrivé, il y avait un élément assez important, c'est que le groupe Nokia avait fait l'acquisition du groupe Alcatel-Lucent. Donc je suis arrivé dans une période où on a intégré le groupe Alcatel-Lucent pendant pratiquement 3 ans. Ah oui. Et donc cette intégration a été une transformation très importante. Certaines fonctions de l'entreprise qui existaient en France ont disparu, d'autres ont été recréées. Et donc on a fait évoluer beaucoup l'activité qui était l'activité du groupe à ce moment-là en France. Ok, et quels ont été un peu les gros challenges auxquels vous avez dû faire face en tant que aussi par rapport à votre statut de CEO, je veux dire qu'il n'est pas, comme on disait, c'est beaucoup de responsabilités. Un des premiers enjeux, je pense que c'est l'enjeu de la culture, surtout quand on a une acquisition et une intégration comme ça.
c'est vraiment à considérer presque comme l'enjeu numéro 1. Culture de l'entreprise, vous voulez dire ? Trouver la culture de l'entreprise, effectivement, et de s'assurer que la vision est alignée avec la culture, mais que surtout la culture est quelque chose qui va structurer le développement et la transformation. Les télécoms, si vous regardez un peu l'historique, il y a eu beaucoup d'acquisitions, de transformations et de consolidations. Certaines ont fonctionné, certaines n'ont pas très bien fonctionné, ont été plutôt des échecs. La dernière a eu, au moins avec l'expérience de beaucoup des projets qui s'étaient passés avant, on a très rapidement mis en place une nouvelle culture qui était vraiment issue de la culture de l'intégration des deux, et ce qui a permis de vraiment structurer la transformation et aligner toutes les transformations vers cette culture et cette transformation. Donc ça, c'était un des gros challenges. Et vous, en tant que dirigeant, et puis parce que maintenant, aujourd'hui, vous coachez aussi des dirigeants, c'est quoi un petit peu votre vision de l'échec, justement, quand vous êtes face à des challenges, ou même les dirigeants que vous coachez, comment ils perçoivent l'échec ? Ah oui, c'est très intéressant entre échec et réussite, parler des deux en même temps, parce que c'est quand même dommage de parler que d'échec. Effectivement. Mais je pense que la réussite est liée beaucoup à l'exécution sur la vision. Quand on développe une organisation, quand on développe un business, premier critère que l'on utilise pour la réussite, ça va être le business plan, donc ça va être le chiffre d'affaires, la croissance, le développement, la croissance aussi bien en chiffre d'affaires qu'en nombre d'employés, donc le recrutement, la taille de l'entreprise, sa part de marché et ce genre de choses. Malheureusement, parfois, les marchés évoluent tellement vite, par des contextes géopolitiques parfois, des développements tels qu'on le voit en ce moment dans le monde. Donc, certaines réussites ne sont pas aussi liées à des performances qui vont être des performances économiques ou des performances en termes de chiffres. Ce que je considère, c'est que diriger une entreprise, c'est vraiment lui donner les capacités de s'adapter. Et lui donner les capacités d'être agile. Donc au niveau, effectivement, pour s'adapter au marché, pour s'adapter aux nouveaux produits, pour s'adapter aux nouvelles technologies, pour vraiment faire en sorte que toutes les évolutions soient prises en compte, soient intégrées, et que les transformations, même si c'est des transformations majeures, l'entreprise puisse s'adapter et évoluer. Je trouve qu'une des choses les plus importantes à développer dans une entreprise, c'est la résilience. Si une entreprise est résiliente, il peut se passer presque n'importe quoi. L'entreprise va survivre et l'entreprise va continuer à, alors peut-être pas se développer, croître continuellement, mais sur la durée, effectivement, c'est un facteur clé de la transformation. Et donc, en tant que dirigeant, mettre en place des organisations qui savent être agiles, qui savent s'adapter, qui savent prendre en compte les différents problèmes et qui réagissent de manière alignée vis-à-vis de ces problèmes, c'est un enjeu majeur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de mesurer, et je trouve que c'est un critère qui, effectivement, est un très bon critère. On peut très bien imaginer une entreprise qui est en très très forte croissance, mais qui par contre a beaucoup de problèmes de croissance, justement, a des problèmes de recrutement, a des problèmes de gestion, même de la culture à l'intérieur de l'entreprise. Il y a beaucoup de turnover avec des gens qui partent, qui rentrent, et où on a du mal, effectivement, à avoir une ambiance et un environnement de travail très très développé. Et à partir de là, c'est vrai que moi je considère que même si effectivement on est dans des croissances avec des scale-up et des croissances très fortes, il peut y avoir un problème à court terme si l'entreprise n'est pas capable de se développer. Et je trouve que c'est super intéressant de s'adapter. De s'adapter. Ce que vous dites par rapport à la résilience, parce que je trouve que ça permet d'assainir un message dans le sens où c'est ce principe de destruction créatrice. C'est normal qu'en fait qu'il y ait des hauts, des bas, des périodes, pour une entreprise, et c'est le fait qu'elle réussisse à passer toutes ces vagues qui va faire que en fait elle va, comme tu dis, elle va développer sa résilience et sa capacité à tenir sur du long terme. Mais si on prend un petit peu plus la définition, on parlait d'échec et de réussite, plus philosophique de la réussite, quand on revient aux dirigeants, c'est vrai qu'il y a cette définition très chiffrée d'une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui a une forte croissance, ainsi de suite. Mais moi, je voulais parler un petit peu de la définition de la réussite par rapport aux dirigeants. C'est vrai que par rapport à ma génération, aujourd'hui, on
on a une définition, je trouve, de la réussite assez différente. C'est plus forcément avoir des gros postes dans des grosses boîtes. Maintenant, aujourd'hui, il y a plus, ok, moi, ma définition de la réussite, c'est de pouvoir vivre de ma passion, avoir plus de liberté. Que vous, ça vous parle aujourd'hui? Alors, est-ce que vous avez toujours cette définition de la réussite? Peut-être pas, hein, mais qui est d'être dans des boîtes plutôt prestigieuses, ainsi de suite. Il y a une trentaine d'années, on voyait la réussite, je dirais, de manière très différente. Quand on est sorti des années 80, la réussite, elle était financière, la réussite, elle était effectivement avec des postes qui étaient des postes prestigieux. On la voyait beaucoup comme ça. On voit que les choses ont évolué. Je pense qu'il y a maintenant une composante de la réussite qui est beaucoup plus autour de son environnement. Le mode de vie. Comment est-ce qu'effectivement on a réussi à équilibrer le temps de travail avec l'énergie passée effectivement à son travail et l'énergie que l'on va passer avec ses proches, avec son entourage, pour équilibrer beaucoup plus son rythme de vie. On voit aussi les réussites beaucoup plus dans la manière dont les dirigeants accompagnent leurs différents collaborateurs et comment effectivement ils considèrent que de faire qu'un collaborateur va évoluer, qu'il va progresser, qu'il va être capable effectivement de prendre la suite, c'est des valeurs qui sont beaucoup plus importantes, je pense, qu'elles n'étaient il y a encore une bonne vingtaine d'années, effectivement, à l'autre siècle. Oui, moi je le vois des gens il y a beaucoup plus de jeunes qui entreprennent aussi, cette volonté de dire ok, moi je veux créer aussi ma propre entreprise, avoir vraiment cet aspect liberté qui était peut-être moins présent avant. Pour vous, c'est quoi un petit peu les moteurs intérieurs qui vont animer un dirigeant quand il va prendre le lead d'une boîte? Ouais, alors il y en a plusieurs, effectivement. Et un des moteurs, c'est de créer une vision et d'exécuter sur cette vision. Je pense que ça s'associe aussi à quelque chose que je reprends assez souvent, qui est autour de ses propres valeurs, c'est-à-dire que pouvoir mettre en œuvre les valeurs auxquelles on est attaché et vraiment être capable de se définir des lignes rouges, qui sont les lignes avec lesquelles on n'aura pas de compromis. Parce que quand même, diriger, c'est aussi avoir des compromis, faire des compromis, jamais dans des cas idéaux. Ouais, justement, c'est pour ça. Qu'est-ce qui anime véritablement? Parce que c'est pas forcément tout le temps. Voilà. C'est stressant. Alors le troisième, je dirais, c'est la gestion de la complexité. Je pense que vraiment le rôle de dirigeant, toujours une question et une notion de complexité associée. D'aimer résoudre des problèmes, vous voulez dire? Alors oui, effectivement, parce que diriger, c'est un grand nombre de problèmes. C'est un grand nombre de problèmes, c'est prendre des décisions fréquemment, des décisions importantes, et souvent des décisions sans forcément avoir les tenants et les aboutissants de contexte dans lequel on va les prendre. Il y a forcément des moments, des zones de flou. Il faut quand même décider, parce que pas décider, c'est encore pire. Donc, et je crois que le dirigeant est la personne qui est au cœur de cet ensemble. Il rapporte à son conseil d'administration, il dirige son COMEX, mais quelque part, il en est le point de rencontre aussi. Il est face à ses clients, il est face à ses fournisseurs, il est face à ses employés, au-delà de son comité de direction. Donc, c'est vraiment la personne qui prend en compte le plus grand nombre de problèmes à gérer, à comprendre et à aligner dans leur ensemble. Les uns et les autres, autour de lui, vont avoir un peu leur vue et leur biais. Le conseil d'administration va faire en sorte que l'entreprise se développe, sans forcément prendre en compte le contexte, les employés et cette partie-là. Le dirigeant va prendre en compte les employés, va prendre en compte ses clients, va prendre en compte les besoins de marché, va prendre en compte toutes ces évolutions pour effectivement essayer d'aligner au mieux les intérêts des uns et des autres. Donc, c'est vraiment cette notion de complexité, et elle se retrouve autour du dirigeant, autour du CEO, comme étant presque un seul point de contact, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, fait partie de l'enjeu de cette position, effectivement. Enfin, ce qui doit être difficile, c'est d'avoir cette vision 360 un petit peu, surtout quand on dirige autant de personnes. Comment on fait pour... Parce que c'est une sorte, je veux dire, il doit y avoir une pluralité d'informations au quotidien. En tant que personne, ça doit être difficile à gérer. C'est souvent un des problèmes dans les accompagnements maintenant que je fais. Certains dirigeants, quand les sociétés sont dans une croissance assez forte, changent de dimension.
S'adapter. Il faut s'adapter. Ouais. Des qualités justement du dirigeant, c'est de savoir s'entourer, de savoir déléguer. Quand on sait et s'entourer et déléguer, on développe effectivement la confiance dans les équipes qui nous entourent. Ça permet effectivement, en déléguant, gérer, lâcher un peu pris. voilà, Ouais. et vraiment de se concentrer sur les tâches prioritaires du dirigeant. Les tâches prioritaires du dirigeant, c'est essentiellement autour de la vision. C'est essentiellement autour de l'alignement de l'exécution et de la stratégie, la résolution des problèmes qui sont effectivement des problèmes qui sont posés au cours de l'exécution. Mais quand on descend trop dans la résolution des problèmes et que tous les problèmes remontent, c'est là effectivement où le dirigeant n'a plus du tout la capacité de passer suffisamment de temps et de prendre suffisamment de recul pour anticiper et voir la vision. C'est pour ça que c'est souvent une problématique d'une société qui a été créée et qui est en forte croissance. Quand on est 4 dans une entreprise, les problèmes sont partagés par tout le monde. Le dirigeant est là, il peut arbitrer pratiquement sur toutes les problématiques, il peut s'intégrer dans presque toutes les discussions ou les problématiques. Il prend l'habitude, en fait, de rentrer dans ces problématiques-là. Mais quand on est en croissance et quand on dépasse les 20, 50, 100 personnes, c'est là où il faut absolument mettre en place de la délégation, mettre en place des dirigeants qui prennent des responsabilités beaucoup plus importantes, comprendre comment est-ce que on met en place des visions et comment on met en place des organisations, des gens avec des responsabilités déléguées qui permettent de diriger et qui permettent d'avancer dans la direction choisie, alignée par tout le monde, mais effectivement tout en gardant seulement l'alignement et la direction, quoi. Si ce podcast te plaît et que tu veux en apprendre encore plus et découvrir de grands entrepreneurs, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et justement nous permettre de grandir. Merci, on continue. Vous vous rendez compte qu'il peut y avoir une sorte de plafond si le dirigeant, lui, en tant que personne, n'arrive pas à évoluer par rapport à l'entreprise. Bien sûr. Comment vous accompagnez justement, où on arrive à casser les plafonds, les croyances qui peuvent... Ça dépend des gens. Certains vont confier certains rôles dans l'entreprise de manière différente. Parfois, ça peut être un technicien, quelqu'un qui a une expertise technique très forte, qui a créé l'entreprise et qui en fait va évoluer vers un poste où il aura toujours la technologie en charge, mais où il va s'adjoindre d'un directeur général qui va effectivement pouvoir gérer le reste de l'organisation. Parfois d'ailleurs, les problématiques les plus importantes, c'est pas forcément le dirigeant, parce que quand le dirigeant se développe et évolue avec son entreprise, ça peut effectivement bien se transformer. Les problématiques, c'est plutôt son équipe rapprochée initiale. Parce qu'il faut à la fois que le dirigeant puisse évoluer et prendre plus de responsabilités, mais en même temps, il faut que l'équipe le fasse. Souvent, c'est un des problèmes. Une ou deux personnes qui, effectivement, sont proches, ont investi toute leur vie dans le projet pendant des années et n'auront pas la capacité de prendre en charge un niveau de direction, d'organisation, de management avec beaucoup plus d'équipes. Donc ça peut être un développeur qui au départ a beaucoup investi et a créé une grosse partie du produit et effectivement le succès de l'entreprise en partie, mais qui derrière n'aura pas la capacité d'organiser des équipes, de construire des équipes, de développer des équipes. Il faudra qu'à un moment, effectivement, il se mette en retrait ou qu'il évolue dans l'organisation, quoi. Oui, tout le monde a besoin d'évoluer. Donc, tout le monde a besoin d'évoluer. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de coaching en entreprise aussi maintenant pour faire évoluer les équipes. Pour vous, c'est... Alors, c'est encore pas l'idéal quand on regarde effectivement le développement de l'accompagnement et du coaching en Europe et même en France. En fait, on s'aperçoit qu'il est assez faible. Dans les entreprises, vous voulez dire? Dans les entreprises, beaucoup plus important dans le monde anglo-saxon, et sans doute un grand nombre de facteurs. Je pense que dans le monde plus latin, plus européen dans lequel on est, on met de très grandes attentes associées aux dirigeants. On considère qu'un dirigeant, il doit savoir tout faire. Un dirigeant, il doit savoir tout décider. C'est un humain, voilà, et on oublie peut-être d'un côté que c'est un humain,
mais surtout, on oublie le fait que, quand on est seul à prendre des décisions, on prend plus de risques, forcément moins proche de l'excellence, parce que y a des choses qu'on va pas forcément voir. Je fais souvent la comparaison, on l'a fait les classiques, mais avec le monde sportif, et on voit bien que les plus grands sportifs sont toujours accompagnés de coachs, parfois même ils en ont plusieurs, bien sûr. En fonction des différents éléments sportifs à son coach, voilà, spécifiques et autres. Donc on sent bien que c'est pas une problématique de capacité ou d'excellence, parce que les plus grands sportifs sont à un niveau d'excellence extraordinaire. Je pense que ce qu'on attend d'un dirigeant, ce qui dans l'esprit, c'est qu'effectivement la capacité en autonomie de faire ça. Et la réciproque est vraie. Je pense que les dirigeants aussi, qu'est-ce que ça veut dire si effectivement je demande de l'aide? Qu'est-ce que ça veut dire si je montre une certaine vulnérabilité? Si je montre qu'effectivement à un moment, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis remis en cause? Est-ce que ça fragilise en fait ma position? Moi, je pense personnellement que c'est l'inverse. C'est montrer une certaine vulnérabilité, le dirigeant beaucoup plus humain, rend le dirigeant avec beaucoup plus d'empathie, et non pas qu'on puisse partager forcément toutes les problématiques et tous les problèmes avec tout le monde, mais à un moment donné, partager avec ses équipes le fait que, en l'occurrence, sur ce point-là précis, on n'a pas suffisamment d'informations ou effectivement on ne sait pas, et le dirigeant, pas plus que les autres, ne sait. C'est pas pour ça qu'il va pas prendre une décision, pas pour ça qu'il va pas étudier les risques et comprendre effectivement avec les risques comment prendre cette décision. Mais par contre, ça aussi ouvre la possibilité à beaucoup plus d'accompagnement pour qu'effectivement, dans certains cas, il ait la possibilité de vraiment prendre du recul, se confier à des gens sur des problématiques. Et c'est ce que les anglo-saxons ont vraiment bien compris. Souvent, des gens qui prennent des postes de dirigeants, associés à leur position, on leur alloue un accompagnement, un coach et vraiment un développement. Ça va de soi en fait. Ça va de soi, exactement. Et c'est quelque chose qui est bien moins répandu en France et dans d'autres pays européens. Tout à fait. Ce qui est dommage, mais je pense que ça va dans le bon sens et que ça se développe quand même. Oui, parce qu'on en voit de plus en plus au final et on en parle de plus en plus. Donc c'est vrai que je pense au fur et à mesure des années, on aura plus. Je pense que la culture, on a besoin encore d'avoir quelques évolutions dans la culture et dans l'imaginaire que l'on associe et qu'on lit aux dirigeants. Et vous, qui côtoyez des dirigeants et qui vous l'avez vous-même été, est-ce que vous avez réussi et vous réussissez à montrer cette part de vulnérabilité à vos équipes dans le passé et aujourd'hui les dirigeants que vous accompagnez? Comment ils font concrètement pour, comme on disait, garder cette ligne, ne pas trop montrer, mais d'arriver quand même à montrer cette vulnérabilité? Alors je pense que c'est pas forcément trop ou pas assez, c'est vraiment être capable de le faire. De quelle manière? Sur des sujets qui sont des sujets précis. On fait une erreur, par exemple? D'approcher par exemple, effectivement, tout à fait, ça c'est un cas. C'est-à-dire que quand on a pris une décision qui s'avère une décision qui n'était pas la meilleure des décisions au moment où on l'a prise, effectivement, être transparent par rapport à ça ne pose pas de problème. Je pense que le deuxième élément, c'est de se dire que on peut pas tout partager. Mais il y a des moments où effectivement partager l'analyse du risque que l'on prend avec les différents collaborateurs est quelque chose qui en plus crée du lien, parce que ça crée aussi un alignement naturel de l'équipe. Quand on commence à partager les enjeux, à partager les problématiques, on va pas déléguer la décision. C'est bien le dirigeant qui va dire je prends la décision et je l'assume. Mais il faut surtout qu'il l'assume. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut pas se dégager de cette responsabilité. Mais par contre, le fait de la partager fait que ça crée et ça ressoude beaucoup plus les équipes qui effectivement feront ensuite leur maximum pour que
effectivement, on arrive à sortir avec une issue positive, quoi. Tout à fait. Mais je pense qu'on a un peu l'image du dirigeant qui doit être parfait, qui doit prendre les meilleures décisions, et ça peut mettre de la pression, je pense aussi, quand on a ce poste-là, de se dire que on doit tout faire bien, mais en fait, comme on disait, même un dirigeant est un humain aussi, donc il peut faire des erreurs. Oui. Et puis ça donne l'exemple aussi, c'est-à-dire que ça donne l'exemple sur le fait que quand des collaborateurs prennent des décisions à n'importe quel niveau de l'entreprise et qu'on a délégué une capacité de décider, ça veut dire que effectivement on peut aussi tolérer des erreurs. Oui. Quand elles sont systématiques, ça pose un problème, mais effectivement on est dans une organisation qui aussi permet la délégation, permet une vraie délégation, où les gens ne vont pas avoir peur de prendre des décisions, où ça devient naturel de se dire c'est dans mon périmètre de responsabilité, donc je prends des décisions, et on peut être faillible dans ce cas-là. Ouais. Oui, c'est autorisé, quoi. C'est autorisé. Et je sais que vous publiez pas mal sur LinkedIn, vous développez un peu votre visibilité aussi à travers ce réseau-là. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui se mettent en avant. Aujourd'hui, on voit l'importance du personal branding, notamment dans la manière dont les customers, les clients vont acheter. Aujourd'hui, ils regardent vachement aussi les founders. Pour vous, comment un dirigeant peut aujourd'hui se mettre en avant? Parce que ça peut être difficile aussi de passer des messages quand on n'a jamais fait ça, quand on ne sait pas comment faire. Selon vous, est-ce que c'est important aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le pourquoi. Pourquoi le faire? Je pense que déjà, ça permet de communiquer sur ses propres convictions, sur ses propres valeurs, et effectivement, c'est ce que moi je considère être le plus important dans ce personal branding, c'est de se dire à quoi je m'engage, comment je m'y engage, et quelles sont mes motivations, dont on parlait tout à l'heure, par rapport aux valeurs qui sont les miennes. Le comment peut être plus compliqué parce que effectivement après c'est plus un problème technique, je dirais, de savoir est-ce que c'est quelque chose que le dirigeant communique seul et autres. Il y a 30 ans, on faisait des discours, on faisait des conférences, on faisait d'autres modes de communication, voire des articles qui étaient écrits soit par le dirigeant lui-même, soit par soit son groupe interne de communication ou externalisé. Mais je dirais après sur le comment, c'est un peu les deux modes. Je pense que c'est important de pouvoir partager, parce que je pense que ce partage et cette transparence et la manière dont et le contenu que l'on va effectivement mettre dans ces différents éditos, quelque chose qui définit bien la personne. En tant que dirigeant, je pense que c'est important de comprendre quelles sont les valeurs et quelles sont les valeurs sur lesquelles on s'engage. Ouais, rien que pour soi-même, je pense, et d'autant plus pour ça peut effectivement être un élément de se dire aussi de découvrir soi-même quelles sont les fameuses lignes rouges dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et vous avez vu un avant-après depuis que vous avez vous commencez justement à développer ce personal branding, on va dire, de véhiculer des messages, parler de vos valeurs justement sur. Alors, je sais pas si vous êtes que sur LinkedIn ou. Je suis, oui, pratiquement, mais je trouve que moi, ça fait, je sais plus combien, je le regardais l'autre jour, ça fait presque 10 ans que je suis sur LinkedIn, et effectivement, j'ai utilisé LinkedIn beaucoup plus avant comme un média de communication pour diffuser de l'information. Donc, quand vous étiez chez Nokia, vous publiez déjà Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Et mais je trouve que on crée beaucoup plus de relations. C'est presque évident ce que je vais dire, mais on crée beaucoup plus de relations quand on partage des problématiques personnelles, des visions personnelles, des positions personnelles. Et quand on est capable de partager quelque chose des événements,
qui ont été assez proches. En fait, ça résonne pas mal chez les autres. Et ce qui fait que c'est là où on établit beaucoup plus de relations. Et est-ce qu'en tant que CEO de Nokia, pour vous, il n'y avait pas de limite, enfin, je veux dire, à partager ces problématiques? C'était... On le faisait moins quand j'étais, effectivement, on partageait plutôt, c'est ce que je vous dis, de l'information. De l'information, oui. Oui, parce que je me dis, ça doit être quand même... il faut faire attention, je pense, quand on a un poste comme ça, est-ce qu'on peut dire, il faut faire attention pour son personal branding aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on partage des éléments personnels et des convictions personnelles, on s'expose un peu plus. Peut-être c'est ce que vous voulez dire. Ouais. C'est vrai qu'on s'expose un peu plus, mais à partir du moment où c'est aligné avec ce que l'on pense, je pense que il y aura peut-être des critiques, parfois des critiques fortes. Ça fait partie du jeu aussi. Voilà. Non, c'est sûr. Je voulais dire peut-être des fois quand on vit des tempêtes ou ce genre de choses, est-ce qu'on s'autorise à en parler? Oui, puis ça dépend du moment aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi en parler. Il y a des choses on va pas forcément faire son journal de bord quand on est en plein milieu de la tempête. Donc c'est pas forcément à ce moment-là que on va partager le plus. Mais ces fonctions-là m'ont toujours beaucoup intéressé parce que je trouve que quand on n'a pas la ligne de direction, ça veut dire que quand les gens suivent une recommandation, quand les gens adhèrent à une vision, ça veut vraiment dire qu'ils sont convaincus, ça veut vraiment dire qu'ils sont alignés. Ouais. Et c'est ce que je retrouve un petit peu dans l'accompagnement. Parce qu'en fait, quand on accompagne un dirigeant, un des éléments majeurs qui est de lui faire prendre du recul, de
d'essayer de travailler aussi sur la gestion de certaines priorités, de comment est-ce qu'effectivement on prend des décisions, d'essayer de l'accompagner au mieux dans son rôle de dirigeant. Il y a une notion d'apprentissage, il y a une notion effectivement d'accompagnement sur le moment, mais il y a une grande notion d'apprentissage pour effectivement se dire, bah oui, effectivement, d'avoir pris du recul m'a apporté un certain nombre de choses. Comment j'ai fait évoluer mon organisation, comment j'ai développé plus la délégation dans mon organisation. Et ça, c'est lié à beaucoup de transmission et d'apprentissage. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça me passionne. Ce qui me passionne aussi, c'est que quand on accompagne différentes entreprises, on est dans différents secteurs technologiques, dans différents domaines, ça donne l'impression d'être taille d'entreprise, et donc on apprend beaucoup parce que on découvre énormément de choses. Et je trouve que c'est une deuxième composante qui fait que c'est très intéressant aussi l'accompagnement dans ce cas-là, et de pouvoir apporter quelque chose dans cet environnement-là. Où moi j'apporte quelque chose, mais on m'apporte parfois 10 fois plus que moi ce que j'apporte. Ouais, vous êtes nourri aussi d'une autre manière. Je trouve ça très intéressant. C'est génial. Vous retrouvez des patterns communs un petit peu chez les dirigeants dans leur manière de gérer leur vie pro, perso, un petit peu qu'est-ce que vous retrouvez un petit peu de commun chez les dirigeants? Alors, avec votre expérience aussi. Ce qu'on retrouve souvent comme critère commun, c'est l'engagement, et l'engagement sans limite. Ok. Envers quoi, du coup? Pour leur entreprise. Pour leur entreprise, ouais. Pour leur entreprise. Bon, qu'ils soient dirigeants, mais souvent, ils sont dirigeants, créateurs, co-créateurs et autres. Et donc, il y a un engagement. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai, comme vous disiez tout à l'heure, sur les plus jeunes générations, mais il y a souvent un engagement qui est sans limite. Ouais. Et qui donc va être un engagement dans le temps, va être un engagement dans l'énergie qu'on va y passer, et beaucoup sont un peu jusqu'au boutiste, donc visent toujours la perfection, vont y passer toujours plus de temps, pensent que ça se mesure en temps passé, ça se mesure en énergie investie, et donc certains vont y passer 5 jours, 6 jours, 7 jours, travailler les jours, les week-ends et autres. Voilà, donc beaucoup, effectivement, ont cette notion de sacrifice qui est liée à cette notion de perfection. C'est-à-dire qu'il faut faire toujours plus avec ce sentiment qu'ils n'auront pas atteint. Parce que finalement, c'est un peu un rêve. Ouais. C'est le rêve de la perception. Parce que c'est pas une quête infinie. Et c'est une quête infinie, exactement. Puisqu'on n'atteint jamais. Donc, moi, je préfère et je pousse beaucoup les dirigeants à se poser la question justement entre la perfection et l'excellence. Et moi, je prône beaucoup plus l'excellence. Parce que l'excellence prend en compte l'évolution déjà. Prend en compte le fait qu'on est dans une phase de progression. La perfection, on ne l'atteint jamais. Donc, on est forcément toujours en dessous. La perfection met une pression continuelle. Et pour quelque chose, comme on vient de le dire, qui effectivement est inatteignable. Et en général, quand on repose la question et un dirigeant, quand on lui demande effectivement de réfléchir au fait que ce qu'il cherche, c'est effectivement la perception ou l'excellence, en général, ça lui fait prendre beaucoup de recul. Justement, il réfléchit à la manière dont il peut finalement être meilleur, finalement mieux réussir, finalement avoir peut-être des résultats qui sont plus efficaces. Ça va lui faire poser des questions sur les priorités, sur les éléments qui sont les plus critiques. Par rapport à votre question précédente, là, qui était de dire quelles sont les caractéristiques ou qu'est-ce qu'on retrouve chez beaucoup des dirigeants. Les dirigeants qui réussissent très très bien sont des gens qui en général arrivent à gérer cette balance, arrivent à être présents, à être engagés, mais toujours en prenant du recul, à gérer leurs priorités, à gérer leur temps, à gérer leur engagement,
Et ceux qui, en général, ont plus de problèmes, ceux qui ne vont pas imaginer comment les choses peuvent se passer si ils font pas toujours plus dans la manière dont ils le font. Ensuite, une deuxième caractéristique, c'est aussi souvent le fait de lâcher prise, c'est-à-dire que alors ça c'est plutôt ils y arrivent du coup. C'est plutôt une caractéristique des créateurs d'entreprises qui sont à l'origine du bébé, qui ont créé, qui ont développé et qui ont beaucoup de mal en fait à se détacher un peu de parfois l'évolution de l'entreprise, parfois l'évolution du portefeuille, l'évolution des marchés. Au début, ils ont été de la conception à la vente, à l'organisation et autres. Oui, c'est leur enfant. Voilà, c'est ce qu'ils ont créé. Et donc, laisser l'évolution, quelque chose qui est souvent une caractéristique assez commune de beaucoup de dirigeants. Et donc, ceux qui arrivent à s'en détacher, pour vous, est-ce qu'ils réussissent mieux derrière ? C'est en général le cas, oui. Ouais. Effectivement. Alors après, vous avez vraiment d'autres catégories et des catégories assez différentes entre les dirigeants créateurs et les dirigeants d'entités qui existent. Oui, je me doute qu'il doit y avoir différents profils. Voilà. Parce que là, il y a vraiment différents profils. Il y a vraiment différents profils. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que, pour revenir à la première chose que vous disiez, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont beaucoup dans le faire, je veux dire, vouloir ne jamais être satisfait, voilà, toujours vouloir aller plus loin, parce qu'on se dit que c'est justement en allant toujours plus loin, c'est ça qui nourrit aussi l'envie d'avancer. Du coup, est-ce qu'au final, c'est si on enlève ça enlève pas un petit peu la motivation et la force de l'entrepreneur? C'est pour ça que moi je préfère l'excellence, mais l'excellence c'est pas la médiocrité. Ouais. Oui, bien sûr, non, mais c'est clair. Voilà. C'est juste qu'il faut arriver à switcher et à voir un petit peu, je pense, à différencier, comme vous disiez, la perfection de. Voilà, c'est vouloir toujours essayer d'avoir la place numéro 1 et autres, mais la place numéro 1, c'est pas dans la course de 100 mètres, c'est pas forcément battre un record continuellement. C'est justement toujours s'améliorer, toujours être le plus performant, viser effectivement la place de numéro 1, mais à un moment savoir se satisfaire, c'est-à-dire qu'à un moment il faut être capable de dire on a réussi quelque chose. Quand on vise la perfection, on n'est pas capable de le réussir. Mais je pense qu'il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on veut réellement pour pouvoir justement jauger après une fois qu'on sera satisfait ou non. Et c'est important de faire ce travail. Je pense qu'il y a une forme de quête personnelle aussi. Voilà. Et pour revenir à une des questions dont on parlait tout à l'heure, c'est que la mesure du succès n'est pas forcément quelque chose de chiffrable en termes de chiffre d'affaires, en termes de taille, en termes de part de marché ou autre. Justement, si on arrive à définir cette mesure comme étant quelque chose qui est évolutif, qui est dans la croissance de la performance, qui est dans cette direction-là, ça rassemble et ça aligne beaucoup plus, qu'effectivement des objectifs absolus qui sont parfois inatteignables. Tout à fait. Et donc j'ai une petite dernière question avant de terminer. Ce podcast il s'appelle Make It Happen et donc il a pour but de montrer comment on peut passer du rêve à l'action. Si vous deviez laisser un seul message à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, le message que vous souhaitez porter, un seul message, ce serait lequel ? Rester aligné avec soi-même. Ok. Moi je pense que c'est la chose la plus importante de se dire d'être toujours en cohérence. Quand on est en cohérence, on est entendu. Quand on est en cohérence, on est plus fort parce que soi-même, on est aligné. Donc je pense que c'est vraiment un message très important. On voit beaucoup de dirigeants qui en fait ont des postures qui pour eux sont artificielles. On en parlait beaucoup sur le fait de se dire que
quand on est dirigeant, on ne peut pas. Il faut toujours pouvoir décider. Il faut toujours considérer qu'on est capable de décider dans toutes les situations. Si effectivement on est aligné avec soi-même, je pense que on a une force qui est beaucoup plus inébranlable. La partie du leadership qui est de dire comment est-ce que on est chef, mais chef dans le sens pour emporter, pour effectivement créer de la cohésion et faire adhérer les équipes au projet. C'est vraiment ça. Je pense que c'est être aligné avec ses propres valeurs. Ne jamais dépasser ses propres limites. Et vraiment, c'est ce qui est le plus positif dans la construction d'un dirigeant. Et ça porte la boîte aussi à côté. Forcément, voilà, ouais. parce que c'est aligné. Toujours, parce que c'est aligné. Voilà. Super, merci beaucoup Thierry, en tout cas c'était un plaisir de vous recevoir et puis merci pour toutes ces informations, on a appris beaucoup de choses et je vous souhaite une très bonne continuation, merci. Merci beaucoup.